Et quelques pas derrière, dans leurs robes blanches, les 4 grandes duchesses, les 4 filles du tsar. Image d'une famille heureuse que la guerre viendra bientôt balayer. Nous sommes en 1912. Le temps des processions et des parades s'achève. La Russie va se retrouver submergée par les tempêtes de la Première Guerre mondiale. Le tsar est un personnage faible et indécis, bien incapable de tenir ferme la barre. Nicolas, Niki pour la famille et les intimes, est avant tout un bon père, très attaché à ses enfants et un bon époux, passionnément amoureux de sa femme. La correspondance et les journaux intimes de Niki et Alix, presque intégralement conservés, racontent longuement cet amour qui se révélera fatal. Des pétitions et des audiences sans fin. Je n'ai pu passer que quelques minutes avec Alix. Toutes ces heures que le travail me dérobe, j'aimerais tant les passer avec elle. Je suis indiciblement heureux avec Alix. Nicolas. Je n'aurais jamais pu imaginer qu'un tel bonheur puisse exister sur Terre, une union aussi parfaite entre 2 êtres. Je t'aime. Ces mots résument ma vie tout entière. Alix. Nicolas II n'a ni l'envergure ni l'ambition d'être tsar. Ce petit homme timide n'aspire qu'à une vie paisible. Mais que cela lui convienne ou pas, son destin lui impose de régner en autocrate sur l'immense Russie, héritier d'un pouvoir que les Romanov se transmettent depuis 3 siècles et qu'à son tour il devra transmettre à son fils Alexei. Nicolas va être marqué très jeune par un drame sanglant. Il a à peine 12 ans quand son grand-père Alexandre II, revenant à son palais en carrosse, après une revue de la garde impériale, est victime d'un attentat. Mortellement blessé, le tsar est conduit en hâte jusqu'au palais d'hiver. Un cousin de Niki, le grand-duc Sandro, était présent. C'était horrible à voir. Sa jambe gauche arrachée, la droite déchiquetée, d'innombrables blessures à la tête et au visage. Un œil fermé, l'autre sans expression. Mon père m'a conduit jusqu'au lit de grand-père. Regarde, papa, c'est ton petit soleil, a-t-il dit. Grand-père a entrouvert un œil, essayé de sourire. Il m'avait reconnu. Nicolas. Cet attentat, cette victime ensanglantée, continueront à hanter Nicolas toute sa vie. Son père devient tsar sous le nom d'Alexandre III et Nicolas, tsarevitch, prince héritier. Le tsar est le symbole suprême qui unit toutes les parties de cet immense empire. Il tient son pouvoir de Dieu seul, un pouvoir sans frein, sans limite. Chez nous, au mur, il y avait des icônes et un portrait du tsar. Le tsar, c'était l'image de Dieu sur terre, les icônes, celles de Dieu au ciel. Nos prières étaient adressées à la fois au tsar et à Dieu. Comment Nicolas pourrait-il soupçonner que le superbe édifice du tsarisme commence à s'effondrer, que ses fondations s'écroulent? Une foule de courtisans et de serviteurs a tissé autour des Romanov un cocon protecteur qui les empêche de voir ce qui se passe au-dehors. Les somptueux palais dans lesquels ils sont confinés ne sont rien d'autre que des prisons confortables et dorées. Les tsars étaient des bâtisseurs. Pierre le Grand n'a pas hésité à fonder une nouvelle capitale, Saint-Pétersbourg, fenêtre ouverte sur l'Europe. Catherine II et ses successeurs ont multiplié les palais fastueux, faisant de la cour impériale l'égale des plus magnifiques. La magnificence des Romanov est proverbiale.
d'autant plus qu'ils se font un point d'honneur de régler toutes les dépenses engendrées par leur cours pléthorique et leur innombrable palais, sur leurs cassettes personnelles. Mais leur poche est large et profonde. 1/6 des terres du globe relève des Romanov. Et leur joug est si pesant que rien ne semble pouvoir changer. Pourtant, l'ancien monde est agité de contradictions explosives. Dans cet empire si divers, les races, les religions, les classes sociales sont séparées par d'infranchissables barrières. Tout en haut, une classe possédante installée avec bonne conscience sur ses privilèges. En bas, un peuple opprimé qui commence à gronder contre ses maîtres. Les grands dîners à la maison réunissaient jusqu'à 600 invités entre le jardin d'hiver, qui était immense, et la salle à manger mitoyenne. Il y avait partout des palmiers et d'autres arbres. Plus tard, on nous a demandé « Que se passait-il quand les palmiers atteignaient le plafond ?» Ma sœur a répondu « On surélevait le plafond. Pas question de couper les arbres. On les laissait pousser. » Une noblesse arrogante et oisive, des fortunes immenses, telle est la haute société russe, uniquement préoccupée à Moscou comme à Saint-Pétersbourg de tenir son rang et de passer le temps de bals en réception. Nicolas partage cette vie insouciante. Il poursuit bien quelques études, histoire et littérature russe, les langues étrangères, anglais, français, allemand. Mais l'important, c'est de se montrer à l'opéra. Lorsque la saison bat son plein, entre le Nouvel An et le Mardi Gras, on compte une vingtaine de spectacles différents par mois. C'est le temps où Moussorski et Tchaïkovski triomphent. À la fin du spectacle, il arrive que le Tsarévitch envoie son aide de camp inviter cantatrice ou ballerine à souper. C'est ainsi qu'il fait la connaissance au printemps 1890 de Mathilde Kchessinskaya. Elle a 17 ans, il en a 21. Leur idylle naissante est vite interrompue par le tsar, qui envoie son fils en voyage. Un périple de 9 mois autour du monde qui le conduira en Europe, en Afrique et en Asie. Dernière étape, le Japon. En juillet 1891, sur le chemin du retour, Nicolas s'arrête dans la ville de Tobolsk, en Sibérie. Il a tout loisir d'admirer la cathédrale et de visiter la ville. Et bien sûr, il est l'hôte du gouverneur. 26 ans plus tard, il reviendra dans cette même demeure. C'est là qu'après son abdication, il sera gardé prisonnier avec toute sa famille. Le ciment de l'Empire russe, c'est la caste des fonctionnaires. Ils doivent tout au tsarisme et sont fortement attachés au maintien du régime tel qu'il est. Mais leurs enfants ne partagent pas forcément ses opinions conservatrices. Tel Alexandre Oulianov, fils d'un fonctionnaire de Simbirsk qui sera pendu en 1887 à la prison de Schlussenberg, près de Saint-Pétersbourg, pour avoir tenté d'assassiner le tsar Alexandre III. La ville de Simbirsk, où est né Alexandre Oulianov, se trouve sur la Volga, à 1500 km de Saint-Pétersbourg. Il a fait ses études dans cette école, dont le directeur, curieuse coïncidence de l'histoire, s'appelle Kerensky. Son fils, Alexandre Kerensky, sera appelé à jouer un grand rôle dans la chute du tsarisme. Mais il ne sera pas le révolutionnaire le plus illustre produit par cette école. L'année où l'on pend Alexandre Oulianov, son jeune frère Vladimir termine dans cette école ses études secondaires. Kerensky, son maître, lui a fait décerner la médaille d'or de meilleur élève et a écrit sur son carnet scolaire l'appréciation suivante. Élève très méritant, appelé au plus grand avenir. Une appréciation prophétique, ce jeune homme si bien noté s'appellera un jour Lénine. En 1891, alors qu'il séjourne dans sa résidence de Gatchina, un palais de 900 pièces près de Saint-Pétersbourg, Nicolas confie à son journal intime
Je rêve d'épouser un jour Alix H. Je l'aime depuis longtemps. Et je crois que ce sentiment est réciproque. Alix H. est une petite princesse allemande fort timide de la branche des Hesse d'Armstad. Sa famille l'appelle Rayon de Soleil. Nicolas l'a rencontrée 7 ans plus tôt au mariage de la sœur d'Alix et du grand-duc Sergueï, oncle du tsarevitch. Il ne la reverra qu'en 1894 à l'occasion d'un autre mariage princier en Allemagne où il représente son père. Pendant 10 ans, Nicolas a attendu une occasion favorable pour demander officiellement à Alix de l'épouser. Dans son journal, il a souligné 3 fois la date du 8 avril. J'ai déambulé toute la journée dans une sorte de brouillard, ayant du mal à réaliser ce qui m'arrivait. Nicolas. Ils ne sont pas restés longtemps ensemble. Elle repart pour l'Angleterre, il retourne en Russie. Et à partir de là, des lettres, un flot de lettres. Chacun écrit à l'autre, chaque jour. Voilà les lettres d'Alexandra, pleines d'amour et de tendresse. Ils utilisaient entre eux des diminutifs charmants et tendres. Orpheline à l'âge de 6 ans, Alix a été recueillie et élevée par sa grand-mère, la reine Victoria. Une stricte éducation victorienne. Alix n'était pas pour rien la petite fille de la reine Victoria. En fait, c'était sa petite fille préférée. Et plus tard, elle s'est comportée comme on pouvait s'y attendre. Par exemple, son goût, une fois impératrice, pour des réunions de tricot au palais d'hiver. Les grandes dames de la cour ne raffolaient pas de ce genre de choses. La bonne société de Saint-Pétersbourg était cultivée, élégante, aimant la vie. Ce personnage timide, guindé, ressemblant à la fille d'un pasteur britannique, était pour elle